Bonjour à tous, ces dernières semaines ont été particulièrement chargées en faits divers qui témoignent d'une banalisation de la violence dans des catégories d'âge et des environnements où il est plutôt inhabituel de la voir. Je pense en particulier aux violences en milieu scolaire. Cet ensauvagement sidère. Il est sujet de nombreux débats entre des gens sur des plateaux télé, chacun plus expert que les autres. Pourtant, on avait trouvé jadis un système à la fois simple et efficace, le mal se réprime. Si un gamin se comporte mal, on le punit. Si un malfrat commet un délit, on le juge et on l'enferme. Pour le dire plus simplement, toute société doit mettre en place un mécanisme d'autoprotection contre le mal, et ce mécanisme, c'est celui de réprimer le mal. Or, devant l'explosion de la violence, on peut se demander si on réprime encore le mal, et sinon, pourquoi on ne le fait plus. Dans son livre Zone et châtiment, le psychiatre Theodor Dalrymple témoigne de discours tenus par des criminels pour se déculpabiliser. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, Dalrymple a exercé pendant de nombreuses années en prison et dans un hôpital de quartier défavorisé. Si quelqu'un peut nous informer sur ce qui se passe dans la tête des criminels, c'est bien lui. D'ailleurs, la traduction de ces deux livres majeurs est actuellement en prévente, je vous en reparle à la fin de la vidéo. Ce que Theodor Dalrymple a observé en prison, c'est globalement 3 types de discours de déculpabilisation. Un premier type de discours cherche à minimiser les actes. Je vous cite un exemple. La semaine dernière, à la prison où je travaille, j'ai demandé à un jeune homme pourquoi il était là. Pour des banals cambriolages, a-t-il répondu. Banal pour qui, ai-je demandé. Vous savez, c'est banal. Il voulait dire, je pense, que les cambriolages étaient comme le ciel gris de l'hiver anglais, inévitables et prévisibles. D'un point de vue de la science actuarielle, il avait raison. La Grande-Bretagne est aujourd'hui la capitale mondiale du cambriolage, comme en témoigne presque tout le monde. Mais ses propos avaient aussi un sens plus profond, car la normalité statistique glisse rapidement dans notre esprit vers la normalité morale. Un second type de discours ressemble presque à une dissociation façon Dr Jekyll et Mr Hyde, voire une décorporation. Celui qui a fait l'acte, dans ce discours-là, n'est pas vraiment moi-même. C'était un double maléfique. Je cite. Les criminels violents utilisent souvent une expression auxiliaire à « j'ai perdu la tête » pour expliquer leurs actes. Je n'étais plus moi-même. Voici le sabir psychologisant des bidonvilles, la conception du vrai moi telle qu'elle est réfractée à travers le prisme des dégradations urbaines. Le vrai moi n'a rien à voir avec le moi phénoménal, celui qui vole les sacs des vieilles dames, qui s'introduit dans les maisons des autres, qui bat sa femme et ses enfants, ou qui boit trop et prend part à des bagarres. Non, le vrai moi est un concept immaculé, inaltéré par une mauvaise conduite humaine. C'est un noyau inattaquable de vertu qui permet même au pire criminel de conserver sa dignité, quels que soient ses actes. Dans la logique du vrai moi, ce que je fais ne détermine en rien qui je suis, et si d'aventure mes actes portent une quelconque signification morale, c'est aux autres de veiller à ce que mon moi phénoménal agisse conformément au vrai moi. Un troisième type de discours, enfin, cherche à diluer la faute, par exemple en convoquant des traumatismes d'enfance ou en faisant appel à des notions médicales bricolées comme l'addiction au vol. Un autre cambrioleur m'a demandé de lui expliquer pourquoi il s'introduisait régulièrement dans des maisons pour voler des magnétoscopes. Il a posé la question de manière très agressive, comme si le système l'avait jusqu'à présent négligé en ne lui fournissant aucune réponse. Comme s'il était de mon devoir de médecin de lui fournir ce secret psychologique enfoui qui, une fois révélé, le conduirait à lui seul et sans faute sur le droit chemin. Comme si, faute de ma réponse médicale, il n'aurait pas d'autre choix que de continuer à cambrioler des maisons et à voler des magnétoscopes, à supposer qu'il soit en liberté, et que ces futurs cambriolages seraient de ma faute. Puisque je refusais d'entreprendre une analyse de son passé, il s'exclama « Mais il faut bien que quelque chose me pousse à voler !» Je lui suggérais que la cupidité, la paresse, voire la recherche d'émotions fortes étaient tout indiquées. « Et mon enfance ?» demanda-t-il. Je répondis avec assurance que cela n'avait rien à voir. Il m'a regardé comme si je l'avais giflé. En réalité, la question était évidemment plus complexe que je ne le lui disais, mais je ne voulais pas qu'il comprenne mal mon message principal. Le principal auteur de ces actes, c'était bien lui. Ce qui frappe Theodor Dalrymple dans ces 3 discours, ce n'est pas tant qu'il cherche à déculpabiliser les criminels, mais plutôt qu'ils sont la traduction confuse d'une pensée véhiculée par une certaine élite intellectuelle. Je cite encore, « Il y a une large diffusion de concepts psychothérapeutiques, même sous une forme brouillée ou mal comprise. Ces concepts sont devenus monnaie courante, même pour les personnes sans instruction. C'est ainsi que s'est ancrée l'idée que si l'on ne connaît pas ou ne comprend pas les motifs inconscients de ces actes, alors on n'en est pas vraiment responsable. Mais alors d'où vient ce discours exactement qui prétend que les gens qui ne sont pas conscients ne sont donc pas responsables de leurs actes? Theodor Dalrymple le fait remonter à une théorie de la criminologie qui porte en anglais le nom de Labeling Theory et qu'on traduit en français par théorie de l'étiquetage. La théorie de l'étiquetage n'est pas nouvelle, c'est un sous-produit d'une théorie plus large qui prône la dédramatisation du mal. Elle remonte à la parution d'un livre de Frank Tannenbaum
Tannenbaum, première moitié du XXe siècle, intitulé Crime and the Community, qui contient notamment un célèbre passage nommé The Dramatization of Evil. Je vous en traduis un extrait. Le processus qui conduit à la création d'un criminel est donc un processus d'étiquetage, de définition, d'identification, de ségrégation, de description, de mise en exergue, de conscientisation et de conscience de soi. Cela devient un moyen de stimuler, de suggérer, d'insister et d'évoquer précisément les comportements dont on se plaint. Si la théorie qui lie une réponse à une stimulation est valide, alors le traitement actuel du jeune délinquant est malsain en ce qu'elle l'identifie à ses yeux et à ceux de son entourage comme une personne délinquante. La personne devient alors la description qu'on a faite de lui. Et cela ne change rien que la description soit faite par ceux qui veulent le punir ou par ceux qui veulent lui venir en aide. Dans tous les cas, l'accent est mis sur la conduite jugée inappropriée. Que ce soit les parents ou le policier, le grand frère ou le tribunal, l'officier de probation ou le foyer pour les jeunes, tant qu'ils s'enferment dans la mention d'un comportement qu'ils critiquent, ils se trompent. Leur enthousiasme les empêche d'atteindre leur but. Plus ils travaillent à corriger le mal, plus le mal grandit entre leurs mains. La suggestion permanente, quelles que soient leurs bonnes intentions, agit de manière malsaine et fait ressortir d'autant plus les mauvais comportements qu'on prétend réprimer. La seule solution est de refuser de dramatiser le mal, moins on en dit, mieux c'est. Voilà donc l'étonnante mais hélas familière théorie proposée par Tannenbaum. Pour ne rien vous cacher, Tannenbaum lui-même n'était pas exactement un enfant de cœur. Il a eu quelques démêlés avec la justice pour des troubles à l'ordre public, notamment en voulant perturber des cérémonies religieuses et en organisant des mouvements de rébellion, et a passé une année en prison pour ses actes. La théorie de Tannenbaum est réellement révolutionnaire pour la criminologie et la sociologie et a gagné les médias de masse depuis les années 60 dans le cadre plus large de ce qu'on appelle l'interactionnisme symbolique. Tout ce courant de pensée réussit à transférer la responsabilité du mal sur le reste de la société plutôt que sur les criminels. Elle conduit à une incroyable inversion de valeurs où il faut s'abstenir de critiquer, voire célébrer celui qui commet un crime pour l'aider à sortir de son comportement criminel. Et bien sûr, si celui qui commet un crime persiste dans son erreur, plutôt que de le punir, il faut chercher avec plus d'ardeur dans son entourage ou son environnement ce qui pourrait le stigmatiser. C'est une incitation pure et simple à banaliser tout comportement antisocial dans l'espoir secret, superstitieux, que cela évitera d'autres crimes. Ce discours ne nous est que trop familier, et sous nos latitudes si propices aux figures de style, vous ne savez que trop comment chaque fait divers inaugure une olympiade d'euphémismes les plus acrobatiques qui soient. C'est ainsi que les zones de gang deviennent des zones sensibles, des meurtriers, des jeunes turbulents, des crimes de sang-froid, des rixes ou des conflits de voisinage. Dans cet univers parallèle où la novlangue règne en maître, le concept même de répression est présenté comme contre-productif. Et le corollaire de la théorie de Tannenbaum, qui relève de la plus pure pseudo-science, c'est que contrairement à ce que déclare le bon sens dans une formule comme « un homme, ça s'empêche », il n'y a pour cette branche de la criminologie aucune capacité des individus à s'empêcher. Avec pareil postulat, toutes les dérives sont possibles. Précisons au passage que les plus farouches partisans de la théorie de l'étiquetage, sociologues et intellectuels de gauche confondus, n'éprouvent généralement pas pareil scrupule à étiqueter les gens en fonction de leurs supposés privilèges ou de leurs opinions politiques, et à tenir par exemple un discours à charge contre tous les hommes sans distinction ou contre tous les blancs sans distinction. Pour le public francophone, le livre de Tannenbaum peut sembler lointain, mais l'idée proposée dans ce livre a été plantée sur un sol tout à fait propice et qui avait été préparé par Victor Hugo. Si on l'attribue peut-être à tort à Victor Hugo, la célèbre phrase « Ouvrez une école et vous fermerez des prisons » résume néanmoins parfaitement sa pensée. Dans son livre phare Les Misérables, Hugo crée de toutes pièces la figure du gentil criminel, du voleur attachant qui ne vole que pour se nourrir, Jean Valjean. Combien de discours laxistes sont victimes du syndrome Jean Valjean pour entrevoir dans des crimes absolument sordides des nécessités économiques. Peu à peu, et avec le soutien conceptuel de la notion wokiste de privilège, c'est toute l'échelle de gravité des crimes qui plie sous le syndrome Jean Valjean, de sorte qu'on en vient à juger plus pertinent de s'intéresser au profil d'un criminel qu'à son crime. Glissement qui tend vers le remplacement de l'échelle de gravité des crimes par l'échelle des cartes de privilège. Et pourtant, le texte d'Hugo a bien été attaqué par ses contemporains les plus lucides. En témoigne le texte aussi fulgurant que prémonitoire de Barbé d'Aurevilly à ce sujet, dont je vous lis un bref extrait. C'est un sophisme en effet, un long sophisme que Les Misérables, et un sophisme d'autant plus spécieux qu'il s'adresse à la générosité du cœur. L'idée du livre, rayonnante du moins dans ses 2 premiers volumes, qui ne peuvent être jugés que comme le portique d'un monument qu'on va nous découvrir peu à peu, l'idée du livre n'est pas nouvelle. C'est cette idée qui roule, hélas, depuis longtemps dans la tête humaine affaiblie, qu'elle trouble un peu plus, à savoir que toute législation pénale doit disparaître de nos codes civilisés et être
être remplacé par le sentiment de l'humanité qui suffit à la besogne du monde à conduire et du mal de l'homme à réprimer. Ça n'est pas neuf comme vous le voyez. Pas même pour monsieur Hugo qui nous retourne aujourd'hui la casaque de son Claude Gueux et qui nous l'allonge. Mais cette vieille et niaise idée, innocente dans tant de livres imbéciles, a perdu de sa niaiserie et de sa sénilité par l'audacieuse façon dont monsieur Hugo la pose et l'exploite. Je l'avoue, il a mis à cette exploitation une vigueur de main et de résolution qui ne recule devant rien, pas même devant l'amoindrissement de lui-même, car dans l'intérêt de son idée, il dégrade à toute page un talent qui avait autrefois de la fierté et il épouse de sang-froid la vulgarité, cette vileté littéraire qui est le pardon demandé à genoux d'avoir du génie quand on en a. Le dessein du livre de monsieur Hugo, c'est de faire sauter toutes les institutions sociales, les unes après les autres, avec une chose plus forte que la poudre à canon qui fait sauter les montagnes, avec des larmes et de la pitié. Il s'est dit, avec assez de raison, que dans l'humanité, ce qui fait la foule, le nombre et les publics, ce sont les femmes et les jeunes gens, ces femmes momentanées qui bien souvent restent femmes toute leur vie par impossibilité de mûrir et indigence de cerveau, et c'est surtout ces cœurs peu surmontés de tête qu'il a essayé d'opérer. C'est pour tous ces cœurs, impétueusement ou tendrement sensibles, qu'il a combiné les effets d'un livre, arrangé de manière à donner toujours raison à l'être que la société punit contre la société qui le punit. Il est encore un taureau que je dois prendre par les cornes, c'est cette idée faussement brillante, et d'ailleurs faussement marxiste, qui voudrait que la violence de la rue, la criminalité des quartiers, les cambriolages et les larcins soient la prémisse inévitable du grand soir. Certains des autoproclamés disciples de Marx, dont on peut douter qu'ils l'aient lu, en sont venus à croire que les racailles et les dealers étaient la pointe avancée de la lutte des classes. Et loin de condamner la banalisation de violences sordides, ces disciples opportunistes se figurent qu'il ne manque aux délinquants qu'un peu d'enseignement marxiste pour les voir renverser le capitalisme. Dans la gauche de la gauche française, ce fantasme ressurgit au hasard des actualités et des émeutes, tout en incitant à une certaine tendresse intéressée envers des délinquants multirécidivistes. Mais hélas, les voyous, les voleurs ou les bandits n'ont que faire de la révolution d'octobre et de l'instauration de plans quinquennaux. Si toutefois ces disciples zélés avaient pris le temps de lire les textes dont ils se réclament, ils s'en surprendraient probablement moins. Comme vous le savez, chez Marx, il existe un sous-prolétariat qualifié de lumpenprolétariat auquel Marx reproche précisément son absence de morale. Critique qui souligne à minima que Marx considère qu'il existe une morale contre l'avis de ses disciples contemporains. Et Marx, lui-même, n'attendait pas grand-chose du lumpenprolétariat en matière de révolution. Il le jugeait même sévèrement comme un groupe anti-révolutionnaire qui avait porté au pouvoir Napoléon III. Je cite: « Quant au lumpenprolétariat, ce produit passif de la pourriture des couches inférieures de la vieille société, il peut se trouver, ça et là, entraîné dans le mouvement par une révolution prolétarienne. Cependant, ses conditions de vie le disposeront plutôt à se vendre à la réaction. » Je clôt ici ma parenthèse sur le lumpenprolétariat. Malgré une augmentation tangible de la criminalité et de la violence dans notre société, le discours dominant fonctionne dans la logique de Frank Tannenbaum et de sa volonté de dédramatiser le mal. Mais derrière cette fausse trouvaille psychologique se cache une culture de l'excuse et de la déresponsabilisation qui, disons le mot, est une culture de la démission. Le livre de Dalrymple et les témoignages qu'il rapporte nous permettent de comprendre à quel point ce discours ambiant laxiste finit par servir de prétexte à des voyous et à des criminels. En sortant de la médicalisation du crime, en sortant de la sociologisation du crime, en sortant de la psychiatrisation du crime, Théodore Dalrymple renoue avec une vérité simple: un homme, ça s'empêche, le mal n'est jamais complètement inévitable et la répression protège mieux les honnêtes gens que le laxisme. Si vous avez aimé les extraits de Théodore Dalrymple, sachez que vous pouvez précommander les livres sur la page Tipeee qui est en description de cette vidéo. Après Scheller, Chesterton et Belloc, c'est mon projet le plus ambitieux et il vous permettra de lire un auteur britannique de premier plan. Avec les éditions Carmin, nous avons décidé de publier simultanément 2 textes comme un diptyque parce que ces ouvrages se complètent. Zone et châtiment, qui est une plongée dans la vie de la classe indigente d'Angleterre que l'auteur a soigné et observé pendant 2 décennies en s'étonnant de cette déchéance horrible au milieu de la prospérité. Culture du vide, qui explore la responsabilité des intellectuels progressistes dans le développement des terribles conditions de vie de ces nouveaux pauvres, plus précisément dans l'élaboration d'une culture de l'excuse laxiste, médiocre et violente. Ce projet est l'aboutissement d'un long travail, de la négociation sur les droits des textes à la relecture des traductions par Dalrymple lui-même, en passant par plus de 4 mois de traduction. Nous avons décidé de vous offrir gratuitement certains chapitres de ces nouveaux livres en version audio sur la chaîne de Radio Modin, et sachez qu'une interview de Théodore Dalrymple sera filmée très prochainement. Sur ce, n'hésitez pas à soutenir ce projet, et à très vite sur la chaîne.